problématique donnée vue du point de vue des utilisateurs. Alors quand on dit des utilisateurs, les maîtres d'œuvre, les économistes, etc., de quel type de données ont-ils besoin en provenance des industriels? Pour cette table ronde, le premier intervenant, c'est Pierre Mitt, président de Media Construct, mais qui va aussi nous parler des attentes des économistes. Ensuite, Jérôme Bonnet, BIM manager chez AIA, un grand groupe d'ingénierie, d'architectes, 19 métiers représentés. Ensuite, témoignage d'une filière, Patrick Maillard pour GT BIM Bois. Et puis, l'avis de la CAPEB, David Morales, administrateur général, qui nous parlera de cas concrets. Voilà, Monsieur Mitt, vous avez certainement un avis sur la question. Ouais. D'ailleurs, merci de m'avoir invité, d'avoir invité la profession. Bon, je peux parler avec plusieurs casquettes, enfin, certains me connaissent, c'est plutôt des chapeaux, en tant que président de Media Construct et ancien président de l'Intec. Ce que je me rends compte, c'est que les choses qu'on avait écrites avec Franck Ovorka dans notre rapport BIM et gestion du patrimoine sont vraiment d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que cette donnée, elle doit servir sur le cycle de vie, sur le long terme, et on sait bien que c'est la partie maintenance et gestion qui est la plus importante. Donc, ce qui veut dire que cette donnée qui va être embarquée dans cette maquette, par quels que soient les acteurs, ça doit être une donnée qui est sûre, qui est fiable et qui est mise à jour. J'ai bien compris la problématique d'avoir un avatar qui corresponde toujours à la réalité. Et ça, sur le long terme, je crois que ça sera le challenge pour l'utilisation de la maquette numérique, parce que le temps de la conception, le temps de la construction, il est très court. Les acteurs sont forcément relativement bien ciblés, mais dans le cadre de la maintenance, alors quand je vois un bailleur social, c'est des gens qui sont super bien organisés. Il y a un suivi, parce que dedans on a des locataires, donc on a des impératifs. Dans d'autres types de bâtiments, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur la mise à jour de la maquette. Bon, cet univers du BIM, il faudra un minimum d'avoir de standardisation, de règles du jeu, parce que si on veut travailler, tel qu'on souhaite tous, ou enfin un maximum d'acteurs, travailler dans une notion d'open BIM, donc avec un format ouvert, donc on va greffer un maximum d'acteurs, on va greffer un maximum d'informations, donc il faut que tout ça soit bien organisé, et c'est que aussi la fonction de management du BIM sera importante pour assurer la traçabilité. Donc aujourd'hui, chaque acteur en fonction de sa vision, en ce qui concerne les informations, mais il a besoin d'un niveau d'information, une qualité d'information qui peut être différente en fonction de son métier. D'où l'importance de bien comprendre qu'est-ce que chaque acteur veut faire derrière cette maquette, qu'est-ce qu'il veut utiliser comme information. Alors, il y a des moments où on a besoin des informations, on a besoin de chiffres. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de faire un calcul thermique, c'est vrai qu'on a besoin de données, ou un calcul acoustique. Mais en ce qui concerne notre métier d'économiste, il y a un moment, il faut qu'on mette un petit peu des choses en musique, et après, c'est un peu, c'est du texte, c'est un peu plus littéraire que de rentrer des chiffres à l'intérieur d'un logiciel pour qu'un moteur de calcul, après, puisse nous donner un résultat. Donc là aussi, il y a une réflexion sur cette information embarquée, cette information descriptive. L'information, quelle qu'elle soit, tout à l'heure, quelqu'un qui parlait du niveau de développement des objets, au niveau des LOD. C'est vrai qu'entre un 100 et un 500, il se passe des choses, mais l'information qui est embarquée, quand je suis sur un objet au niveau 100, est-ce que c'est la même information que je suis dans le niveau 500? Donc là aussi, il faut qu'on puisse voir comment cette donnée, autre que la donnée graphique, on va pouvoir la faire évoluer. Donc il faut qu'on se mette d'accord autour de la table. Et puis le format de cette donnée, le format d'échange, doit être assez rigoureux. Et d'autant plus qu'il y a un maximum d'acteurs qui vont l'utiliser. Aujourd'hui, je dis, quand on met une donnée, quelque part, on connaît qu'à peu près 20% des gens qui vont l'utiliser. Donc ça veut dire qu'il y en a 80% derrière qu'on ne connaît pas, et pourtant cette donnée, il va pouvoir qu'ils puissent y accéder. L'environnement dans lequel on va travailler sera important. Trop d'informations tue l'information. Donc il va falloir vraiment réfléchir, et que les acteurs se mettent autour de la table pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent voir à l'intérieur de cette maquette. Et comme le disait Philippe tout à l'heure,
moi, dans la maquette, je veux voir ce dont j'ai besoin, parce que j'ai une façon de gérer mon patrimoine, et peut-être qu'un autre acteur, il aura une autre façon aussi de voir les choses. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une définition de ce que les gens veulent. Alors souvent, on a conçu, on a mis l'idée de la maquette de l'amont vers l'aval, et je pense que c'est une erreur. Il faut la prendre de l'aval vers l'amont, et de dire que ceux qui sont en bout de chaîne, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire remonter un peu cette information, parce que c'est toujours plus difficile quand des gens commencent à concevoir des choses et qui ne connaissent pas vraiment le besoin de ceux qui vont utiliser. Quand on leur demande de rajouter quelque chose en cours de route, soit c'est on n'a pas la donnée, ou soit de rentrer la donnée dans le système, et là c'est l'informatique qui va jouer, il n'y a pas la possibilité de la donner, il aurait fallu le dire au départ. Donc je pense que cette problématique de données, elle va mettre en jeu beaucoup d'acteurs, et c'est pour ça que au sein de Mediaconstruct, on essaye de mettre tous ces acteurs autour de la table, parce que personne ne peut faire cavalier seul, et la mise en place du BIM, dans l'exécution, c'est un jeu d'acteurs, et dans la préparation de la mise en place du BIM, c'est un autre jeu d'acteurs. Très bien, c'est clair. Monsieur Jérôme Bonnet, donc vous êtes BIM manager au sein du groupe AIA, 600 personnes, 19 métiers. Donc vous avez parlé des attentes des maîtres d'œuvre. Est-ce que vous êtes satisfait des données, des objets que vous proposent les fabricants? Alors bonjour à tous. D'abord, on a dit beaucoup de choses ce matin. Rapidement, là je parle un peu pour Mathieu et Vincent, mais la question de BIM manager, notre métier c'est en permanence des injonctions contradictoires. Parce qu'aujourd'hui on est très exploitation. Effectivement, au sein de l'AIA, on est très conception, et qu'il est évident qu'on a pour un même objet des cycles d'information qui vont correspondre aux besoins des gens en interne. Tout à l'heure, Philippe disait, nous, le dessin, la géométrie, on ne s'en occupe pas trop, mais c'est légitime parce que c'est notre métier. Et pour nous, elle est importante, la géométrie. Elle est importante parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est les plans, c'est ce qui va rendre, et c'est encore les médias qui marchent mieux. Et, ce qui est très important aussi, et ce qui fait plaisir, c'est que depuis des années, souvent quand on parle de BIM, on parle de 3D. Puis ce matin, on n'arrête pas de parler de base de données, c'est un bien fou, il fallait que je vous le dise. Parce que pour moi, clairement, le métier de BIM manager, ce n'est rien d'autre que de garantir l'intégrité de la base de données. Et depuis tout à l'heure, on parle d'acteurs, de données, d'injection. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé du tout, c'est le contrôle. Qui a le droit d'injecter quoi? Parce que si tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout le monde écrit n'importe quand, et c'est le dernier qui a parlé qui a raison, je pense que c'est très important ça. Qui a le droit d'écrire où et quoi? Et puis cette notion de contrôle en permanence. À partir du moment où on a résolu ce genre de choses, il est évident que quand un client vient voir l'AIA et que pour la totalité de nos interventions, ou partielles, ou en collaboration, il va d'abord et avant tout avoir la sacro-sainte loi MOP ou autre, c'est qu'est-ce qu'on doit rendre, quelle typologie, quel projet, pourquoi, comment, jusqu'à où on va, dans quelle phase. Et puis il est inévitable que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est forcément rattaché à un nouveau métier. On se rend bien compte, on va parler de BIM manager d'exploitation, on parle de BIM manager, il y a un nouveau métier. Organiser cette donnée, c'est important. Et on est bien placé pour le savoir, parce que quand on a un client qui nous dit « je veux avoir une maquette d'exploitation », en fait c'est un peu le problème de BIM, il a tout dit mais il n'a rien dit. Le célèbre « on le fait en BIM celui-là ?» Ouais, super. C'est le début des ennuis. Hein. On le fait en BIM celui-là. Malheureusement, c'est notre quotidien. Et le vrai problème, c'est que très souvent, il y a une réelle volonté politique, économique et autres, mais il n'y a pas forcément un niveau de compréhension, on ne met pas tous les mêmes définitions derrière les mêmes mots. Et dire on fait une maquette d'exploitation, on sait que derrière, il y a tellement de paramètres qui vont entrer, le logiciel, pour commencer par le petit, jusqu'à pour faire quoi, comment. Et donc, je pense que, on l'a dit, mais organiser la donnée, organiser les flux, se définir des livrables, c'est central. Tout le reste en découle, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Si on sait où on va, comment on y va, c'est presque secondaire. Mais si j'ai qu'un truc à vous faire passer aujourd'hui, et pour nous, c'est le cri du cœur des BIM managers, dites-nous où on va. Qu'est-ce qu'on fait comme BIM? Les niveaux de détail et tout, après, c'est de l'administratif. C'est entre nous, on s'échange le truc, on en parle, et puis c'est assez simple. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand M. Balaguer et NetBIM m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui, j'étais un peu dubitatif, parce que je leur ai dit en rigolant, je leur ai dit je vais être celui qui va vous empêcher de bimer en rond, parce que brutalement, je grossis le trait, mais moi aujourd'hui, les bibliothèques d'objets, à moi, elles ne me servent à rien. Tout
tout est défini. Mais moi, je réponds à des appels d'offres. Donc, par définition, ça ne me sert à rien. Moi, j'ai besoin d'avoir un toilette. Si par malheur, il y a écrit référence, et ben, ça marche plus, même si on est dans une hypocrisie absolue, hein, on va mettre ou équivalent. On le sait tous. Mais ça ne me sert à rien. Ce qui veut dire que, comme on est 19 métiers, et la structure et des plombiers, des économistes, et ben on va faire tout ce qu'il faut pour que nous, cette base de données centrale, serve de référence unique et que nos économistes ben, puissent faire très... parce qu'évidemment, on le sait aujourd'hui qu'il faut donner des prix alors que le projet n'est pas fini. Donc très en amont, des descriptifs très importants, et donc se servir de cette donnée. Mais nous, en tant que BIM manager, on est obligé de déployer une énergie et un temps phénoménal pour purger ces objets. Et donc le travail que les économistes n'ont pas besoin de faire, c'est nous qui le faisons, enfin on tourne en rond. Donc je pense que au niveau des industriels, et la question a été posée tout à l'heure, et je pense que c'est la seule qu'il faut se poser, quid de la bibliothèque générique, et comment on fait pour, parce que c'est le BIM, mettre la bonne information au bon moment, c'est-à-dire toujours trop tard, pas comme il faut, et donner la mauvaise personne, comment on fait? Quand on aura répondu à cette question, alors les bibliothèques de produits, ça sera plus simple. Ça sera, oui. Aujourd'hui, on a une bibliothèque fantastique, des millions d'informations, et par définition, elle va servir aux gens qui exploitent, c'est-à-dire trop tard, à la fin, et avec beaucoup de temps, et difficilement maintenant. Donc si on arrive à, et c'est le BIM, à définir une granularité, à définir des steps, à définir des livrables, des méthodes, alors ça sera comme le reste, comme le BIM, petit à petit, et d'une manière assez confortable et efficace. Ça a le mérite d'être très très clair. Il y aura peut-être une ou deux questions après. On va tout de suite passer à un témoignage. Donc, les attentes, mais entre guillemets des petits, des artisans, dans une filière, la filière bois, avec Patrick Maillard, donc, qui est responsable du GT BIM Bois, et qui est par ailleurs lui-même dirigeant d'une entreprise de menuiserie. Merci. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans la technique parce que je suis quand même conscient d'être face à des experts, à des ingénieurs, à des dessinateurs, des gens qui ont déjà toute cette connaissance. Donc moi, je vais plutôt vous apporter un témoignage de chefs d'entreprise, également de représentants de commissions, de bureaux qui participent au BIM au travers de différentes réunions de travail. Donc moi, j'ai découvert le BIM il y a maintenant 1 an, à peu près, en novembre 2014. Presque à la même époque où Sylvia Pinel a dit voilà le BIM pour 2017, à peu près à la même époque. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais wow, c'est pas pour moi ça. Ou alors qu'est-ce que je vais devenir? Que va devenir mon métier? Que va devenir les métiers en règle générale? Est-ce qu'ils seront divisés à la verticalité? Donc je me suis posé plein de questions, plein d'inquiétudes. J'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à m'informer. Et puis quelques-uns se sont dit, tiens, c'est marrant, lui il s'intéresse, bah, tiens, on va le prendre dans notre groupe. Et puis au bout de quelques mois, bah, on n'a pas de président de groupe, bah, tiens, on va le mettre président. Donc je me suis informé. J'ai fini par en avoir une connaissance peut-être pas aussi experte que la plupart d'entre vous, mais une vision d'ensemble de la problématique du BIM pour les entreprises, parce que je rappelle quand même que malgré tout, le BIM, la finalité, c'est pas que ça reste dans des bureaux d'études, c'est pas que ça reste avec des experts, c'est pas que ça reste avec des gens qui aiment ça et qui se font plaisir autour de ça, c'est que ça aille vers les entreprises et que ça permette la construction. Et aujourd'hui, je me dis, bah, pour que ça avance plus et qu'on ait plus de personnes intéressées au BIM et qu'il n'y ait pas uniquement que des personnes averties, des experts, eh ben, ce serait bien de faire surtout de l'information. Aujourd'hui, je trouve que ce soit dans les fédérations, que ce soit dans des commissions, on n'informe pas assez. Moi, le nombre de personnes que je rencontre, bien sûr, je rencontre des maîtres d'ouvrage, je leur dis, t'en es où avec le BIM, tu fais quoi? On a des projets de 70 000 m² qui arrivent, on a fait Thalès, oui, j'ai vu, mais c'est pas un vrai BIM. Voilà, on a des visions de grandeur parfois sur le BIM, mais on oublie d'informer les petites entreprises, les TPI, les TPE, l'artisanat. Tout le temps, on ne mettrait pas suffisamment d'informations et de personnes en appétence sur le BIM. On ne verra pas émerger des personnes qui pourront faire avancer le BIM. Il faut absolument que nous, les organisations non professionnelles et aussi les professionnels, qu'on vienne informer ces entreprises. C'est indispensable. Aujourd'hui,
Les gens ne savent pas, parfois ils me posent la question, ils me disent et moi le but je fais quoi? Je lui dis t'es plus quoi? T'as un bureau d'études, t'as un dessinateur, t'as des chargés d'affaires, t'as des conducteurs de travaux, t'as un ordinateur, t'as déjà AutoCAD. On a besoin d'informer tous ces gens-là. Ils ont besoin d'avoir cette information. On parlait tout à l'heure du kit BIM, mais que le kit BIM arrive assez vite, qu'on fasse dans ce cas-là aussi un kit d'information et voire même un support d'animation pour faire des formations assez vite en entreprise. Moi, je l'ai fait chez moi parce que naturellement, j'ai la structure pour le faire, j'ai des bureaux d'études, j'ai quand même les moyens de le faire. Donc, j'ai monté un PowerPoint et j'ai fait une information globale à l'entreprise. Mais l'entreprise où il n'y a que 4 ou 5 personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'informatique, comme moi, j'ai des gens qui la maîtrisent chez moi, ne pourront jamais faire cette information à l'intérieur de leurs entreprises. Et pourtant, c'est le point de départ, parce que c'est quand même 85% de l'activité de la construction du bâtiment. Donc si on ne s'intéresse pas directement à ces gens et qu'on s'intéresse uniquement qu'à ceux qui ont déjà les moyens financiers, les moyens humains et les moyens techniques pour le faire, je pense qu'on va freiner la progression du BIM. Donc moi, c'est un message que je voulais faire passer, c'était celui-ci. Ensuite, nous, le BIM au niveau du CSF de la filière bois, on a 12 DTU qui concernent aussi bien la structure, l'enveloppe, que le sol, que le plafond, que le mobilier, que l'agencement qui n'a pas de DTU, le mobilier qui n'a pas de DTU et qui devra pourtant intégrer directement aussi le BIM, et les normes associées de ces 12 DTU, et les 54 DTU sur les 122 existants qui sont rattachés directement au DTU menuiserie. Donc on a ciblé globalement l'ensemble des DTU qui étaient impactés par la menuiserie, par l'usage du bois dans la construction, et on a réalisé ensuite des familles, des sous-familles. Et là, on est en train de travailler justement dans le cadre de la bibliothèque d'objets génériques, de se dire comment est-ce qu'on va structurer des groupes de travail, parce que ça représentera un travail énorme quand même, pour pouvoir que ce soit suffisamment bien organisé. Quand on parle d'objets génériques, et je suis très content aujourd'hui d'entendre beaucoup de personnes dire il faut absolument des objets génériques. Oui, il faut absolument des objets génériques. Il faut absolument des objets génériques et un appel d'offres et des DCE avec des maquettes génériques. Et non pas s'imaginer que l'on va pouvoir tout de suite lancer des DCE avec que des produits commerciaux. En aucun cas, il ne faut faire ça. Je pense, à mon avis, aujourd'hui, le modèle de construction du bâtiment à la française est transposable au BIM. J'ai lu avec attention la feuille de route du PTNB, que j'ai trouvé absolument passionnant. C'est exactement ce qu'il faut réaliser. L'une des premières choses dont parle cette feuille de route du PTNB du 15 juin signée le 16, c'est de dire artisanat, TPI, TPE, PMI, PME. Ce sont les premiers axes qui sont dans l'introduction de cette feuille de route. Ensuite, il est clairement dit data catalogue, à ne pas confondre avec objet générique pour un appel d'offres. Moi, je considère qu'aujourd'hui, au DCE, nous n'avons que des objets génériques. En phase d'exécution, on remplace l'objet générique par un objet d'exécution qui nous aura été communiqué soit par assemblage par les industriels qui ont la maîtrise totale de leur ouvrage et qui n'auront communiqué à l'intérieur de cet objet d'exé uniquement que les informations qu'ils ne considèrent peut-être pas confidentielles comme étant quelque chose de particulier dans leur ouvrage. Et on doit pouvoir arriver ensuite au DOE et ensuite avoir un DOE d'exploitation pour pouvoir faire vivre les 30-50 années de la durée de vie du bâtiment. Donc tout ça est transposable aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'est pas utile de vouloir faire changer parfois certaines lignes pour en tirer un avantage au détriment des autres qui en auront moins les moyens. Voilà. C'était le témoignage que je pouvais apporter. Ouais, il est très clair. Un autre témoignage de petites entreprises à travers David Morales, qui est administrateur confédéral de la CAPEB et qui dirige une petite entreprise, il est plaquiste, il dirige une petite entreprise, une dizaine de personnes dans les Pyrénées. Bonjour. Le gros problème, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est de faire de la traduction pour tout ce qui est dit ici, tout ce qui est dit autour de toutes ces tables, c'est de le traduire pour l'amener au petit. Et c'est tout l'objectif numéro 1 du plan de transition numérique de Yann. Alors, inutile de vous dire qu'avec tout ce que j'ai entendu ce matin, tous ces gros mots que vous avez amoncelés les uns sur les autres, on va avoir du mal. Mais ne vous inquiétez pas, on commence à avoir un peu l'habitude. Donc, on a décidé que systématiquement, tous les rapports qu'on allait faire et tout ce qu'on allait ramener vers les artisans pour qu'ils puissent avoir un lit et puis intégrer tous ces travaux, on va traduire, on va faire ça comme il faut, on leur ramènera les messages tel qu'il faut. Il y a un tas de choses à dire sur ce que j'ai entendu ce matin.
il faudrait, j'ai dit il faut que, si j'étais tout seul à décider, ce serait peut-être plus facile. Il faudrait que les génériques, oui, il faudrait que les génériques, mais tout ça c'est obligatoire parce qu'on va avoir 3 phases. DCE, il faut que ce soit générique. Il ne faut pas que ces DCE, qu'ils soient numérisés, qu'ils soient BIM ou qu'ils soient à papier comme maintenant, ce soit des portes ouvertes à du marketing. C'est un peu trop ce qu'on voit. Je peux donner des exemples dans mon métier. On peut très bien écrire sur un CCTP qu'on veut une clause 72-48, on peut l'écrire à 5 ou 6 façons. Il y a une façon générique, et puis après, les autres, c'est du marketing. C'est hyper important que ces maquettes génériques, elles soient génériques. Point. Alors après, tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi aller chercher des produits nouveaux, des produits performants qui sont des avis techniques, alors qu'il en existe tellement dans tous les DTU. Je fais un peu de nombrilisme autour de mon métier. La plaque de plâtre, l'ossature métallique, tout ce qui tourne autour de toutes ces choses-là, une fois que vous avez les épaisseurs, les longueurs, les hauteurs, les performances d'un côté ou de l'autre, vous avez dans les DTU tout ce qui contourne même les avis techniques. Parce que les avis techniques, c'est un amoncellement différent de ce qui est dans les DTU. C'est pas difficile. Alors, le DCE, il va y avoir l'exé, et nous on va être dans l'exé aussi. Alors dans l'exé, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir justement que pour l'exé exploitant derrière, on puisse nous travailler sur la maquette numérique sur le BIM pour que ce qui était à l'origine générique, ça devienne vraiment existant avec une marque, un numéro de série, le nombre de pas qu'il faut pour que le gars qui va faire après l'entretien, il soit là. Donc je pense qu'il est très important que nous, on puisse, alors les petits et les gros, avoir quelqu'un qui nous aide à travailler dessus, ou alors pouvoir le faire directement, et qu'on puisse faire évoluer cette maquette numérique et avancer vers ce qu'auront les exploitants. C'est hyper important. Alors, est-ce qu'on va être capable de le faire tout seul? Certains, oui. Est-ce qu'il faudra les aider? Certainement, oui. Mais il y a quelque chose d'indispensable qu'il faut qu'on fasse, c'est que nous, les petites entreprises, que tous ces produits qui, à vous sont habituels, on puisse les intégrer. Et la première des formations qu'il faut qu'on fasse, c'est commencer à mettre le nez dans une maquette numérique. Commencer à... Vous savez, on est vachement habile pour ouvrir les plans, pour les tourner dans tous les sens et pour s'y retrouver. Quand on se le retrouve sur une tablette numérisée, pour la majorité des gens dans la salle, c'est facile, pour nous, c'est pas évident. Donc il faut qu'on se forme à ça, déjà. Qu'on utilise cet objet maquette 3D avant d'être libre. Et puis, si j'ai bien compris, la maquette numérique, elle va être dans un lieu, dans une plateforme collaborative. Mais ça aussi, il va falloir qu'on apprenne à travailler sur des plateformes collaboratives. Je crois que c'est important. Donc, pour nous, 3 projets. Si on veut donner avis, il faut qu'on traduise toutes ces données techniques que vous nous donnez. Il faut qu'on puisse les donner aux artisans, aux entreprises pour qu'elles comprennent. Parce que c'est pas évident. Je vous garantis que quand vous en parlez, ça fait un an, moi aussi, que j'ai mis le nez dans la maquette numérique. J'ai encore du mal. J'ai encore du mal. Et pourtant, à force de faire des réunions, on en parlait tout à l'heure avec M. Delcamp, on est même fatigué à la fin de l'année. Ça commence à dépasser dans tous les sens. Donc, on va se reposer pendant les vacances, on va repartir en début d'année. Mais sachez qu'on est obligé d'ingurgiter beaucoup de choses et il faut vraiment qu'on les traduise. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on forme les gens et puis qu'on les habitue d'abord, pas à Revit ou à quoi que ce soit. Il faut qu'on les habitue à savoir ce que c'est. Il y a des choses qui commencent à exister. Il faut que les gens aillent travailler avec un nouveau matériau. C'est plus du papier, c'est quelque chose de numérique. Et puis il faut qu'ils apprennent à travailler sur les plateformes collaboratives. Et on est dans l'artisanat et dans le bâtiment un certain nombre à être précurseurs. Il y a déjà, dans ton métier par exemple, il y a beaucoup de charpentiers, beaucoup de menuisiers qui sont déjà équipés et qui vont avoir beaucoup de facilité à rentrer dans le BIM. Dans notre métier, comme le mien par exemple, c'est pas évident. Vous êtes déjà en 3D, nous on n'est pas encore en 3D, donc il faut qu'on les fasse passer. Donc ces choses-là, et puis après, important, le générique qui passe par les DTU, c'est aussi important, et puis après, il faut qu'on continue à travailler tous ensemble, parce que l'originalité de ce qui se fait dans le plan de tradition numérique, c'est qu'au lieu de travailler tous de son côté, chacun sur son nombril, même les industriels qui ont des marques j'ai beaucoup apprécié la dame de chez Target ce matin,
qui disait ouais mais bon on existe mais on n'est pas là que pour faire du marketing, il faut aussi qu'on puisse travailler dans le générique. Ça veut dire que tout le monde est là et on va faire avancer, et en travaillant tous ensemble on va faire avancer plus vite. C'est le travail du plan de transition numérique, de ce qu'on fait là maintenant, c'est la même chose que le BIM, ça va nous permettre de faire avancer plus vite. Très bien, on voulait connaître vos attentes, elles sont claires. Monsieur Amy, je crois que vous voulez réagir. Oui, je voulais faire une petite communication. Tout à l'heure, tu disais que c'est vrai que c'est important de pouvoir définir les besoins, le rôle des acteurs. Et hier, Mediaconstruct, avec le plan de transition numérique, a mis à disposition de l'ensemble des organisations professionnelles un outil, un guide pour l'établissement de conventions de gestion du BIM, pour que les organisations professionnelles puissent, à l'intérieur de l'organisation, discuter, faire remonter les informations. Ce document comporte un glossaire, parce qu'aujourd'hui, derrière les mots, on peut mettre des définitions différentes, donc déjà se mettre d'accord. Derrière chaque mot, qu'est-ce que l'on met, avoir aussi une notion de cas d'usage, de vue métier. Je sais qu'il y en a dans la salle qui ont participé à ces travaux et qui sont très attachés à ces choses-là. Et donc on a le déroulé d'une opération du stade de la faisabilité jusqu'à la déconstruction du bâtiment. Et il faut que tous les acteurs puissent donner un peu leur avis. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on fait la consultation auprès des organisations professionnelles, parce qu'il faut que chaque organisation, je dirais, déjà ait un consensus sur l'outil, pour qu'après ce document puisse être mis à disposition pour pouvoir rédiger des conventions d'exécution du BIM. Et c'est un outil aussi qui doit évoluer, parce qu'aujourd'hui, le niveau d'information des acteurs, il est d'un niveau, les outils sont d'un niveau, on parle de plateforme collaborative. Oui, mais il y a encore beaucoup de choses à définir derrière. Et donc, le jeu des acteurs, il va évoluer avec l'évolution des formations, l'évolution des outils, et ce document devra être mis à jour. Je voudrais revenir sur les objets génériques. C'est super important. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que les industriels font fi de leurs concurrents sur le terrain, et à l'intérieur de chaque filière, chacun se mobilise pour dire, si on veut, nous industriels, continuer à exister, il faut avoir un champ libre et ne pas avoir que des objets qui correspondent à nos marques, parce que sinon on va s'exclure de la maquette. Donc l'importance de et là j'encourage toutes les fédérations des différents métiers de réfléchir à ce qu'est un objet générique, pour que derrière, après, comme tu dis, eh bien, quand on a passé le marché, eh bien, l'avatar, il devienne de plus en plus réel, parce que au début, j'ai un objet générique qui m'a permis de tester et qui est compatible et qui correspond bien au projet. Après, c'est l'objet que moi je vais mettre en place. Alors, il ne faut pas oublier aussi que les objets qui correspondent à des ouvrages du bâtiment, ils sont faits par des industriels, mais ils sont faits aussi par les entreprises. Donc il ne faut pas exclure aussi l'entrepreneur qui crée de toutes pièces l'objet, et cet objet, il va falloir aussi le faire vivre dans la maquette. Quelqu'un en boit énormément. Voilà. C'est ce qu'on transforme la matière. J'ai une voix assez forte, ça va aller. On transporte, on modifie la matière en permanence. Donc c'est un sujet pour nous qui est important. Globalement, nous aujourd'hui, on a quasiment toujours affaire à déjà des formes génériques. Et on les passe nous-mêmes en exé à l'intérieur de nos ateliers avec des logiciels métiers qui seront demain formidables. Sous format IFC, donc on n'aura pas besoin de redessiner à plusieurs fois, une fois pour le chantier, une fois pour la compréhension du dossier et une fois pour la machine numérique. Donc on est toujours, nous aussi, dans cette disposition-là. Moi, je pense que les objets génériques industriels, pour moi, à la base, avant qu'ils passent en exé, sont des objets qui sont comme les catalogues que l'on a aujourd'hui, les catalogues comme le catalogue commercial que l'on reçoit aujourd'hui. Et ben, c'est l'objet générique, à mon sens, industriel de demain, qui sera ensuite remplacé par l'objet en phase exécution de ce que nous donnent aujourd'hui les industriels dans les produits que l'on assemble. Selon les caractéristiques qui nous sont demandées, je vais reprendre un exemple qui est souvent employé, quels que soient d'ailleurs les métiers, c'est le bloc-porte. Bon, bah, le bloc-porte, on me demande une huisserie bois, elle a un recouvrement, elle est à 38 dB d'acoustique, elle est EI30, elle fait 930 par 2040. Voilà, j'ai les caractéristiques, et ben je me dis, ouais, ben en fin de compte, moi je sais exactement quel est le fabricant industriel qui sait faire toutes ces caractéristiques-là, au moins les deux qui peuvent y répondre.
Voilà, et ça, c'est le rôle ensuite de l'entreprise d'aujourd'hui, comme l'entreprise de demain avec le BIM, de transposer ce qu'elle sait faire aujourd'hui dans le BIM de demain. Elle fera exactement la même chose. Elle assemblera le produit industriel et les caractéristiques industrielles qu'elle connaît aujourd'hui. Je reviens complètement au placo, à la cloison à ossature plate, pardon, vous voyez, c'est déjà un mauvais réflexe. Il est vrai qu'une 48-98, une 48-72, il y a plein de façons de la définir. On comprend tous, quel que soit le métier. Et on n'a pas besoin d'avoir une marque dedans pour comprendre ce que c'est. Pas plus que la laine ou quoi que ce soit. Très bien. Des questions? Nous, on a tendance, à dire dans les commissions que j'anime, c'est que il ne faut pas réussir à, parfois certains tentent de le faire, d'opposer les gens entre eux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer l'entreprise de l'industriel, mais au contraire de le faire travailler ensemble, puisque de toute façon, ils ont toujours travaillé ensemble depuis toujours. Pourquoi aujourd'hui changer les choses? Il n'y a aucun intérêt. Donc moi, je le dis souvent, faites en sorte, fédérez les intervenants, et faites en sorte que le BIM soit pour tous et avec tous. Ne laissez personne sur le côté de là. C'est primordial pour que ça se passe dans les meilleures conditions, assez rapidement aussi, parce que plus on va opposer les gens, plus ça prendra du temps dans la réalisation. Et moi, je me dis, j'espère que je connaîtrai la fin du BIM avant de partir à la retraite quand même.